Bienvenue à tous dans ce numéro direct Grand Débat, grand parce que vous êtes ces grands téléspectateurs qui nous suivez à travers le monde, grand parce que nous recevons de grandes figures, aux grandes idées, grand parce que nous débattons de grandes questions d'actualité et nous vous disons toujours merci parce que vous nous avez toujours fait confiance et direct parce que vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La confiance que vous ne cessez de nous afficher, nous vous l'avons été toujours reconnaissants. Les grandes questions, vous le savez, c'est encore les élections en RDC, hypothétiques ou pas, dans les délais constitutionnels, les langues se déchaînent. Et même certaines langues en appellent à la tenue d'un dialogue pour, ensemble, revenir sur les contraintes qui seraient évoquées par la CENI. C'est la grande question qui fera l'objet de ce débat de ce jour. Nous recevons Bellarmé Biamungu. Il est président fédéral de Funa à Kinshasa pour la FDC-A. Il est cofondateur de la FDC de Modeste Bahati, l'actuel président du Sénat. Il est coordonnateur national de la cellule de communicateurs de FDC-A. Ils sont membres de l'Union sacrée. Ils, c'est-à-dire FDC alliés. Monsieur Bellarmé Biamungu, merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine Direct Grand Débat. Merci pour l'invitation. Je vous ai présenté une grande émission pour les grandes figures aux grandes idées. Je crois que le débat sera grand. Tout à fait, je le crois. Monsieur Bellarmé Biamungu, une figure qui tombe comme un cheveu dans la soupe dans la politique. Pas du tout, pas du tout. On n'a pas commencé aujourd'hui. Nous ne sommes pas à notre première expérience. Nous avons commencé la politique il y a très très longtemps. Du moins, ce n'était pas une politique si active. Nous étions membres de la société civile à travers la SOSICO. SOSICO portée pendant beaucoup d'années par le patriarche, parce qu'il est le seul qui a beaucoup fait dans ces secteurs-là, et personne, je crois, jusque-là. Et après, nous avons été portés à former ou à confonder ou à créer FDC. Et alors, vous êtes cofondateur de ce parti. Les vraies motivations. Effectivement, parce qu'on avait trouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé que vous comptez apporter dans ces microcosmes politiques que d'autres partis politiques n'ont pas su apporter, ou qui n'a pas fait que vous adhérez à d'autres partis, mais que vous créez plutôt la FDC? Effectivement, parce qu'il y a... vous allez voir que la société civile a toujours lutté, et elle porte la voix de la population, mais au demeurant, vous allez trouver que les politiques ne considèrent guère cette voix portée par la société civile. Et lors des négociations, on minimise l'apport considérable de la société civile. Et c'est comme ça que finalement, nous avons trouvé qu'on devrait agir, ou moins être dans la politique active. Et c'est que nous avons fait le 3 novembre 2010. Une touche particulière. Tout à fait. Quelle est cette touche-là particulière aujourd'hui que la FDC a? Nous avons la différence avec d'autres partis politiques, parce que nous sommes un parti politique qui émane de la société civile. Et aussi, nous portons cette charge de pouvoir exprimer au niveau de la décision les desiderata de la population, pour avoir été avec cette population. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir que nos statuts, ou bien notre cahier de charges, ou encore notre projet de société, c'est le seul, ou parmi les rares partis politiques qui, aussitôt créés, ont aussi un projet de société. Parce qu'on savait qu'un jour, bien sûr, c'est un projet de société axé sur la politique qui vise l'intérêt de la population. Donc, dit l'homme au centre de toute action que nous allons mener, notamment les paniers de la ménagère, une économie axée sur l'agriculture, n'est-ce pas? Donc, une économie qui vise. Donc, nous devons, effectivement, avant de penser à l'extérieur, nous devrions bien penser à une économie endogène, axée sur l'agriculture, parce que nous savons que les minéraux finiront par effectivement s'épuiser. Et surtout que, selon les rapports que nous avons toujours eus, ça ne profite pas à 100% à cette population. Et donc, il y a certaines poches
qui en bénéficient plus que toute une population. Pourtant, c'est une grande richesse que Dieu a donnée à toute la population congolaise et non seulement à une infime partie de cette population. Alors, un projet de société qui se résumerait à vous entendre parler que sur deux angles. Pas du tout. L'homme au centre de tout ça, l'économie, n'est-ce pas? J'ai parlé de l'économie. Et en quoi cela est, ces projets la liberté, du projet de l'UDPS, la démocratie, PPRD, une démocratie axée sur la liberté d'expression. Par exemple, s'il faut qu'on puisse aller dans ces domaines, parce que dans votre domaine, une économie qui va privilégier tous les secteurs et que l'homme lui-même, les Congolais, soient l'acteur. Ils ne font pas qu'on puisse effectivement penser à ces expatriés ou les étrangers qui doivent contrôler cette économie. C'est le cas aujourd'hui. Parce que NITT, c'est là. Je crois que, parce que si on vous dit, est-ce que c'est nous qui définissons la politique économique dans notre pays? Pas du tout. Parce que nous n'en avons pas les moyens. On n'en a pas l'indépendance. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'indépendance. C'est-à-dire que les étrangers viennent nous diriger économiquement dans notre pays. Votre autorité morale aura été citée dans ce genre de circuit. Pas du tout. On va les citer dans quel domaine? Parce qu'il a été... Dans ce genre de ceux-là qui décident par rapport à l'économie congolaise. C'est vrai qu'on peut parler... Qui vous chatouille. Non, pas du tout. Parce que vous savez, et vous le savez vous-même, que s'il faut penser ou passer partout où les ministres sont passés, notamment notre mentor Modeste Bati Lukwebo, vous allez voir qu'il est le seul, alors le seul, qui a fait des bons projets, qui a fait des bons passages partout. Non, pas du tout. Pour la veille. C'est pour effectivement la veille, ce que vous avez pensé dire. Ce qui s'est dit dans effectivement, dans la même population que vous prétendez. Vous êtes intellectuel. Allez-vous suivre les dialoguistes, n'est-ce pas? Les gnosologues, ceux qui connaissent tout, n'est-ce pas? Et aussi, surtout, qui sont à l'assaut. Ils sont envoyés par une certains impérialistes qui ne veulent pas que les pays puissent avancer. Alors aujourd'hui, l'AFDC... Et c'est le travail d'ailleurs. La plupart, c'est dans l'opposition qui s'est dit opposition. Pourtant, l'opposition devrait être républicaine pour effectivement faire comme ça se passe ailleurs. Alors aujourd'hui, M. Bellarmé Biamungu, je rappelle que vous êtes cofondateur de l'AFDC de Modeste Bati, l'actuel président du Sénat. Vous êtes coordonnateur national de la cellule de communicateurs de l'AFDCA. Alors aujourd'hui, revenons-en un peu. L'AFDC existe. Comment vous comparez par rapport à d'autres forces politiques existantes? Nous sommes ces partis politiques qui est venu au moins, pas un parti de plus. Parce que depuis que, pour preuve, vous allez voir que nous avons été créés, nous avons fondé ces partis politiques en 2010. Nous l'avons effectivement présenté à l'opinion, au public, le 3 novembre 2010. Et une année seulement après, nous sommes partis aux élections. C'était le 12 décembre 2011. Une année seulement après avoir créé les partis politiques, nous sommes partis aux élections. Et nous avons eu, si vous le savez bien, si vous le voulez bien, nous avons eu 22 députés nationaux. Pourtant, il y avait des partis politiques qui étaient au pouvoir, qui avaient soit la primature, qui avaient soit 5 ministères. Qui était au pouvoir ou bien qui était en 2011. Avec vous ensemble, vous étiez au pouvoir. Nous étions de la société civile, mais du moins, à cette négociation, nous avons eu, s'il faut que je revienne là-bas, on avait eu la question de l'Assemblée nationale, comme c'était Sosiko, n'est-ce pas? La question de l'Assemblée nationale. Mais vous allez voir que lorsque le président Vital Kamerhe a eu des démêlés avec sa famille politique, le PPRD, nous n'étions pas là-bas, on a effectivement assimilé tous les membres du bureau et on leur a exigé de pouvoir démissionner. C'est que nous avons refusé. Donc, Modeste Bati Lukwebo avait refusé de démissionner avec une simple lettre, mais plutôt devant ses pairs, donc les députés qu'il avait portés comme questeurs, qu'il avait votés. C'est ce qu'il avait fait. Vous vous souviendrez que cette majorité présidentielle à l'époque avait dit à tout le monde qui était dans ce bureau, Vital Kamerhe, de ne plus se représenter. Et Bati Lukwebo a dit, pas question, il s'est représenté. Il était au point d'être réélu comme questeur, n'eût été cette corruption généralisée, parce qu'il n'a manqué que 2 voix, une seule voix d'ailleurs, pour repasser questeur de l'Assemblée nationale. Et tout a commencé par là. Et donc, nous avons dit que nous, ces partisans, nous lui avons dit, camarade président Modeste Bati,
Vous devez cesser à être de la société civile aujourd'hui. Bien que vous allez défendre cette population, créons un parti politique. Il faut faire la mutation de la société civile effectivement à la politique active. Nous devons, parce que la société civile, n'est-ce pas, et la politique active, il n'y a qu'un pas. Mais est-ce que ce n'est pas... Mais c'est cette minoration. Il ne faut pas qu'on puisse minorer. Un problème de considération. Tout à fait. Un problème de poids politique. Tout à fait. On que considère... Vous avez hier reçu, on considère... À la présidentielle. Non, pas du tout. Et on ne considérait pas le poids politique de la FDC. Non, je ne parle pas... avait fait votre mécontentement. Vous m'avez amené de la société civile. Comment nous avons basculé dans la politique active. Pour se faire un poids politique. Et comment vous m'amenez encore à l'AFDC? Parce que j'ai parlé de l'AFDC déjà. Si vous voulez que je revienne à l'AFDC, permettez-moi que je revienne. S'il vous plaît, je vous redonne la parole. De la société civile jusqu'à un parti politique. Comme, selon vos dires, vous avez été minorisé au sein de la société civile, il fallait passer tout de suite à une politique active. Et c'est là ma question. C'était pour se rassurer d'un poids politique dans les institutions. Vous me ramenez là-bas, je dois dire que nous avons été là pour pouvoir apporter une touche de plus à ceux qui étaient là. Parce que tous les partis qui étaient là étaient dirigés comme des boutiques, pas avec une bonne organisation. Il suffisait que celui-ci parte pour que les partis tombent en faillite ou tombent trop bas. Nous avons dit on crée un parti politique avec des structures, avec des personnes réfléchies, avec effectivement des projets de société, avec des statuts bien élaborés. Un parti qui, pas accès. Un parti qui ne disparaîtra pas après Modeste Bahati. Vous pensez cela? Parce que avec toute l'expérience qu'on a eue, vous avez déjà politique, le Palou et du moins, merci Monsieur Joseph, monsieur le journaliste. La Bako est parti avec Joseph Kassaboubou. On craint que l'UDPS aussi soit sur les traces. Est-ce que ce n'est pas la même expérience que la FDC aussi risque de nous faire revivre? Je dois tout de suite, avant de répondre à cette question, vous dire que l'UDPS ne sera jamais sur ces traces-là, n'est-ce pas? S'il faut que je réponde, parce qu'ils ont eu les pouvoirs après la mort de Étienne Tshisekedi. Donc déjà, je lave cela de revers de la main. Et pour revenir à l'AFDC a des structures bien organisées, n'est-ce pas? Et donc, Modeste Bahati, le président du Sénat, ne dirige plus le parti au quotidien, mais du moins, il y a des CG. Il y a des vice-présidents nationaux, il y a des CGA, il y a des présidents fédéraux que moi je suis. Et donc je rayonne à Funa. Mais quand même, il a un droit de veto sur le parti. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des statuts qui lui donnent tous les prérogatives. Donc toutes les prérogatives, effectivement, que nous là, nous agissons. Nous sommes les partis les mieux organisés. S'il faut que je m'en tape la poitrine. Hein, nous sommes les mieux organisés. Pourvu que vous alliez à l'église catholique, effectivement. Vous allez au Sri Lanka, dans une église catholique, vous allez voir que l'évangile qui est dit dans la messe là-bas, c'est le même évangile qui est à Rome, à Bukavu, et chez toi, à Tchiledjelou là-bas, au Kasaï. Et donc, pour te dire que nous sommes tellement bien organisés et qu'aucun parti politique n'a notre organisation, nous avons une organisation bien cimentée. Et c'est ce qui nous attire effectivement beaucoup de jaloux. Monsieur Bellarmé Biamungu, gardez encore vos munitions. Vous risquez de les gaspiller. Pas du tout, je suis avec toi. Vous êtes organisé par rapport à tous les partis politiques. Quelles sont les relations aujourd'hui entre l'AFDC et Alliés? L'AFDC, c'est un parti... parler de celui qui vous fait mal ces derniers jours. Steven Bika, ancien allié du Parti travailliste. Merci parce que vous parlez de lui. Malheureusement, j'avais décidé de ne plus parler de lui parce que nous faisons sa publicité. Mais il vous pique. Il a trouvé que son parti était en mal de positionnement. Donc, effectivement, il n'avait plus comment entrer dans le gouvernement parce qu'il tient à tout prix. Il peut même tuer quelqu'un pour cela. Il fallait qu'il se frotte sur quelqu'un qui pèse. Et la personne qui pèse, c'est Modeste Bahati Lukwebo. Comme vous aussi, vous êtes battu pour être président du Sénat, à la majorité présidentielle. Nous n'avons rien forcé. Ça n'a jamais été. Nous n'avons jamais forcé. Lorsque vous avez vu le président nous n'avons jamais rien forcé. Vous les donnez tout de suite, vous vous êtes transporté en enfant docile. Nous n'avons rien forcé. Pourquoi? Parce que nous avons eu un poids politique. J'étais en train de parler du poids politique de l'AFDC depuis la création. Vous m'avez arrêté pour vous dire que c'est une année après sa création, nous avons eu 22 députés nationaux. N'est-ce pas? On nous a seulement donné un seul ministère, celui du travail. C'était en mauvaise posture, qui était mal organisé, qui était franchement un ministère qu'on peut parler d'un ministère en faillite, même si les termes ne m'est pas permis. N'est-ce pas? Nous sommes allés aux élections en 2018. Nous avons eu 41 députés nationaux, n'est-ce pas? Et
70 députés provinciaux. Aucun autre parti politique ou mouvement politique a eu ces scores-là. Comment allons-nous nous apaisantir ou bien passer tout le temps à parler d'un individu qui n'a pas ces poids politiques-là? Il a toujours été député national. Il a postulé en 2006, vous savez où? C'était à Lukunga. Il a mordu la poussière. Il va repostuler en 2011. N'est-ce pas? Vous savez où? C'était à Tchangou. Il a gagné les élections derrière les dos, avec la photo du sphinx délimité, Étienne Tshisekedi, qui a dit que tout député qui était élu sous son label ne puisse pas siéger. Et lui a siégé. Parce qu'il ne savait pas quoi faire. Il a dit, pas question, pas la population qui m'a voté. Pourtant, il a oublié qu'il avait mordu la poussière en 2006, parce qu'il n'était pas derrière Étienne Tshisekedi, qui avait refusé. Mais là-bas. Nous allons en 2018. Il va postuler où? C'est à Moamba. Vous comprenez ce que moi j'ai dit? Cette transhumance. Vous postulez à Lukunga en 2006, vous postulez à Tchangou en 2011, et vous postulez à Moamba en 2018. Et donc en 2022, en 2023 plutôt, il va postuler où? Tu devines? Mais est-ce que ce n'est pas... Je ne pense pas que c'est à Funa ou au Kasaï. Nous sommes là. Nous sommes... C'est qu'Mbika dit que... Non, j'évolue, non, effectivement. Qui a créé la guerre entre lui et Modeste Bahati, c'est cette jalousie du front patriotique 2023. Où se trouvent les bureaux du Front patriotique? Il est votre voisin sur scène. Là, c'est le bureau du parti PT. Vous voulez que même une institution qui n'a pas de siège, qui n'a que quelques drapeaux et quelques banderoles, avec quelques militants, puisse rivaliser avec une grande machine qui a 70 députés provinciaux et 41 députés nationaux? Oui, parce que vous y étiez. Dans le Kasaï, vous avez frôlé, mais vous n'avez pas lâché. Dans le Kasaï, Mbika avait fait quoi? Il avait postulé... Non, pas du tout, il a postulé. Je vous ai dit déjà son parcours, parce que je le connais assez bien. Alors aujourd'hui, au-delà de cette guerre qui est pratiquement interminable... Non, ce n'est pas une guerre, Monsieur Joseph, je ne vais pas vous corriger. Je connais que vous êtes perspicace en français. Celui que vous prétendez aujourd'hui être professeur ne l'a jamais été. Mbika a dit, de son passage au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, il a découvert que Modeste Bahati n'a jamais été professeur d'université. Aucune thèse soutenue par lui. Vous voulez me donner cette occasion? Qui se déplace, une guerre qui change d'épaule. Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est passé dans le média. Un avocat, effectivement, on lui a posé une question dans une chaîne comme celle-ci. C'est pas ici, c'est ailleurs. Votre collègue journaliste lui a posé la question sur cette guerre-là qu'il a créée. Une guerre, pas de guerre, lorsqu'il y a des personnes qui se battent. Et maintenant, il y a une personne qui se frotte. Et donc, qui n'a même pas les poids. C'est comme un oiseau viendrait se frotter sur un éléphant. Mais qui ne se bat pas. Qui tombe. Et qui n'affronte personne. Et en tombant, il dit que non. C'est parce qu'effectivement, je ne me suis pas bien préparé. C'est comme ça que nous sommes en train de mener cette petite guerre. Et donc, même moi, je ne peux plus envoyer... Je ne vais plus passer dans les médias parler de Mbika. J'envoie mon parcelle, par exemple, ou mon porte-parole, parce que j'en ai aussi. Donc, parce qu'il n'a pas mon poids politique, il n'a pas mon niveau. Et donc, c'est là. Lorsqu'on parle de Modeste Bahati Kwebo qui n'avait pas de diplôme, il est la seule personne qui peut dire ça. La seule, et c'est tout. Oui, parce que nous sommes posé la question. Qu'est-ce qu'il faisait au ministère de l'ESU? Parce que tous les documents, tous les arrêtés, il n'y a pas qu'un seul, il y a plus de 5 arrêtés qui ont été signés, reconnaissant ces diplômes-là, ou moins donnant la permission pour la recherche à l'extérieur, au moins tout ça. Il n'est pas le seul ministre. Eh bien, bon, si Macha Komamba était encore en vie, et d'ailleurs, là où il est, repos à son âme, il doit être en train de pleurer, parce que de voir que quelqu'un que je fleurerais même, qui fleurerait, je ne vais pas le dire ici, quelqu'un qui, on peut me dire qu'il n'a pas étudié, pouvoir se mesurer à quelqu'un qui a fait un nom. Je voudrais qu'on recadre les choses. Je vous ai dit que c'est direct grand débat, c'est un grand débat autour de grandes questions d'actualité qui reçoit les grandes figures des hommes aux grandes idées. Et il faut justement éviter des attaques personnelles, mais garder quand même une certaine courtoisie. Mais alors, aujourd'hui, la page Mbika, selon vous, est tournée. Mais comment les relations sont gérées aujourd'hui au sein de l'AFDCA et d'autres partenaires ou d'autres alliés
On peut citer en passant Willy Michiki, l'ancien ministre à l'Industrie, Rémi Moussoungaï. Comment ça se passe avec d'autres partenaires ou alliés de l'AFDCA? Je dois tout de suite vous dire que la quiétude règne au sein de l'AFDCA. Et lorsque vous me citez certaines personnes, je dois vous dire qu'ils viennent vous dire ici que les choses ne marchaient pas bien. Parce que si ça ne marchait pas bien, ils viendraient ici les dire tout haut. Nous avons aujourd'hui, au-delà des 31 partis politiques, membres de l'AFDCA. Mais tout le monde, derrière Modeste Batil Lukwebo, nous avons 41 députés nationaux. Parce que lui, qui se prétendait avoir 5 députés, les PT n'avaient jamais présenté des députés, plutôt les candidats députés au niveau de la CENI. Allez-y, allez fouiller. Vous allez voir que les députés appartiennent à l'AFDCA. Et donc, l'AFDCA est dirigée des mains de maître par Modeste Batil Lukwebo. Et à travers cette charte que nous avons signée, votre ami Stimbikaï n'était pas là, il n'avait jamais signé cette charte-là. Posez-nous la question. Mon ami ou votre allié? A-t-il déjà signé? Mon ami ou votre allié? A-t-il déjà signé la charte? Non, ne me coupez pas comme ça, laissez-moi parler quand même. Il n'avait jamais signé cette charte de l'AFDCA. Et l'article 7 de cette même charte dit que stipule que le parti, du moins les mouvements politiques, est géré et dirigé par le président du parti phare, l'AFDC. Parce que tout le monde est venu s'allier à l'AFDC et non l'AFDC qui était parti s'allier à d'autres partis politiques. Et c'est comme ça. Alors, M. Bellarmé Biamongou, cofondateur de l'AFDC, coordonnateur national de la cellule de communicateurs de l'AFDCA, vous êtes membre de l'Union Sacrée. Qui gère l'Union Sacrée? C'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le départ de Kabound vous a mis quand même à l'aise. Kabound? Si vous voulez compter les gens là, ou les... Il y avait entre lui et le professeur Modeste Batil quant à la coordination. C'est vrai ou faux qu'il y avait? Il n'y en avait pas. Vous posez des questions. Vous posez trois questions au même moment. Je réponds à laquelle? Vous choisissez laquelle? Recommencez la question, parce qu'effectivement, Kabound n'a jamais gêné, son départ n'a jamais gêné là. Est-ce qu'il vous a dit qu'il a quitté l'Union Sacrée? Vous a-t-il déjà dit qu'il a quitté l'Union Sacrée? Pour dire que non, son départ nous gênerait? Parce qu'il était qui? Parce qu'il était qui à l'Union Sacrée? Les chefs de l'État, c'est lui les géniteurs. Vous êtes à l'aise à l'Union Sacrée? Les chefs de l'État, n'est-ce pas? Et c'est lui qui a généré l'Union Sacrée. Et c'est lui qui en a l'idée, c'est lui qui a la philosophie. Mais dis-moi, il s'est fait quand même représenter, parce qu'il ne viendra pas dans toutes les réunions, il s'est fait représenter par des personnes, notamment Modeste Batil Lukwebo, Mbosso Kodia et Augustin Kabouya. Et donc, et ces trois-là organisent des réunions concomitamment, et les décisions sont bien prises là-bas sans problème. Et donc, je voudrais bien vous dire qu'aucune personne, même si Modeste Batil Lukwebo, même si Mbosso, même si Kabouya partait de l'Union Sacrée, il y a les philosophes, les géniteurs de l'idée qui sera là et qui va créer d'autres personnes. Alors, Bellarmé Biamongou, cofondateur de l'AFDC, de Modeste Batil, vous êtes coordonnateur national de la cellule de communicateurs de l'AFDCA. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui estimer que hier vous avez été à la majorité présidentielle, il y avait quand même assez de l'organisation, des structures qui fonctionnaient. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui à l'Union Sacrée? À la majorité présidentielle. Il y avait un bureau politique, il y avait une cellule de communicateurs. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui à l'Union Sacrée? Ça appartient au passé. Et est-ce qu'on ne peut pas prendre l'expérience? Parlons du FCC. On ne peut pas se référer. Est-ce qu'on ne peut pas se référer à une certaine organisation? Je reviens à cela, n'est-ce pas? Parlons du FCC d'hier. Il y avait quelle organisation? Il y avait quelle organisation? Il y avait un coordonnateur et c'est tout. Et pourquoi avez-vous déjà vu quelqu'un? C'était un bon exemple ou mauvais? Mauvais exemple. Et pourquoi vous voulez limiter? Non, pas du tout. Vous pouvez faire mieux. Il y a déjà, effectivement, il y avait certaines personnes qui ne voulaient pas que l'Union Sacrée s'organise parce qu'ils avaient des agendas cachés. Ils ne voulaient pas que les chefs d'État puissent rayonner. Ils ne voudraient pas que les chefs d'État puissent avoir des personnes qui réfléchissent comment organiser son électorat ou son action pour qu'en 2023, ils puissent être élus sans problème. Et maintenant que ces gens-là n'ont plus de force, normalement qu'il y a maintenant un présidium, normalement il y a des porte-paroles, il y a des trésoriers, il y a des caissiers, vous, les communicateurs, même aussi, il y a même la série des communicateurs qui était sortie, n'est-ce pas? Vous voulez que ça devienne encore comment?
Nous ne le voulons pas. Nous ne voulions pas qu'on puisse être comme ailleurs, là où il y a seulement un coordonnateur comme au FCC à l'époque, comme nos amis, le plateforme politique partenaire ou... L'union sacrée fonctionne bien. Non, pas du tout. Donc, ça fonctionne bien. C'est pas comme ailleurs. Qu'est-ce qui fait que certaines motions provenant de députés membres de l'Union sacrée contre les ministres de l'Union sacrée et qu'ils tombent? On a eu les cas, le récent cas, c'était du ministre de l'économie, Kalumba. Après, ils se sont rabattus dans les députés nationaux sur le ministre national à l'intérieur, le VPM à l'intérieur. Ce sont des bas coups. Ou bien vous êtes de coups bas, voulais-je dire, entre vous. Je dois te dire clairement, messieurs les journalistes, qu'il y a toujours, même en famille, il y a des fois que vous avez vous vous battez ou vous chamaillez avec votre frère, avec votre soeur ou avec vos parents. Mais ce n'est pas, effectivement, même pas au grand jour. Ça peut arriver que les voisins les plus proches là-bas puissent écouter la voix parce que l'un de vous a haussé les tons. Et c'est cela. Nous allons dire que ce qui est arrivé au ministère de l'économie, c'est un accident de parcours que nous avons condamné et nous avons dit haut et fort en tant que membre de l'AFDC, en tant que partenaire de cette union sacrée, en tant que, effectivement, membre du parti politique d'où vient le ministre de l'économie, nous avons crié haut et fort qu'il y avait une main noire. Et la main noire, vous la connaissez. Parce que lorsque les Indo-Pakistanais... La main noire, c'est vous qui pouvez nous dire que... Lorsque vous ne me direz pas que vous ne suivez pas l'actualité politique aujourd'hui dans le pays. Et vous allez me dire quoi? Vous êtes un journaliste, vous êtes au courant. C'est vrai que des fois, vous nous dites que vous portez les questions de la population. Ok, je maintiens cela. Lorsque un Indo-Pakistanais menace un ministre, il lui dit et le ministre en rit. Et demain, 2 jours après, c'est un député ou des députés, un groupe de députés qui porte une motion contre ce même ministre-là, qui a été menacé par un Indo-Pakistanais. Avec des griefs fondés ou non? Un Indo-Pakistanais. Je vous dis, Joseph, je vous dis, non, j'ai fini. Joseph, écoutez-moi, je vous dis ceci. Un caméraman qui n'a pas ton niveau te menace en te disant, ce qui au long de la chaîne haute, le bas n'a mobilité. Non. Et demain, non, j'ai fini. Je finis. Partons de ces postulats. Et demain, ou réfléchissons par l'absurde. Et demain, les DG vous interpellent, ou les directeurs, c'est pas de machin, de programmes ou ailleurs, qui vous rappellent dans les bureaux et vous disent, monsieur, regardez que je vais vous chasser parce qu'il y a ça et ça et ça. Vous allez dire quoi? Vous allez dire que nous, les caméramans, a influencé la décision. Et c'est comme ça. Alors, et pourquoi maintenant les députés qui ont porté cette motion-là, une motion alimentée par les Libanais, les Indo-Pakistanais. Les motivations étaient-elles fondées? Les motivations, les griefs portés? Pas du tout. Si vous me donnez-moi un seul grief. Les chinchards. Où sont les chinchards? Très bien. On a parlé de 6 millions de dollars. Chez lui à la maison. Volatilisés. Je vous réponds, monsieur. Si vous me posez des questions, allez-vous répondre. Alors, je vous pose des questions. Pas du tout, laissez-moi le temps de vous répondre. Lorsque vous parlez de 6 millions de dollars, 6 millions, pourtant ces 6 millions ne sont jamais passés par les mains du ministre de l'économie. Pas du tout. Vous en avez les preuves parce que c'est le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui n'est pas décédé, qui est là, qui existe, qui a fait les transactions. Et ça dit qu'il a fait passer l'argent à travers une banque partenaire. Donc, le ministre de l'économie n'a jamais touché l'argent. Lorsque le ministre de l'économie va faire la commande, sur instruction du chef de l'État, une décision prise en Conseil des ministres. À Conseil des ministres. Ça n'engage plus à 100%. Mais les ministres sectoriels. Nous y allons, on lui donne ça. On pouvait envoyer n'importe qui, mais celui de la pêche et l'élevage. Mais on a envoyé celui-là. Il est parti, il a fait la commande. Mais il se peut que tous les détenteurs des bateaux de pêche, parce que nous n'en avons pas, sont des Indo-Pakistanais. Vous vous en doutez? Indo-Pakistanais qui habitent en RDC ici. Comme on a dit, comme vous ne voulez pas baisser les prix, parce qu'on ne trouve pas par quel moyen, par exemple, une rame de Thomson qui coûterait X montant, que ça puisse, là-bas, là où on les achète, puisse coûter ici, hormis toutes les taxes, n'est-ce pas? Hormis même les transports, l'importation,
puisse coûter les 50 fois plus cher que ce qu'on a acheté là-bas. Pourtant, on y a déjà enlevé le taxe et même les transports. C'est ça, ça fait problème. Mais ces gens-là sont partis aussi bloqués de ces côtés-là. Et si vous en pensez que je suis en train de mentir, vous allez poser la question à vos amis qui ont fait des enquêtes, ou bien même vous prenez votre caméraman, l'un d'eux, vous l'amenez là-bas, qu'il fasse même des enquêtes. Et quand même, de toutes les façons, il aura été responsable des secteurs. J'arrive. On dit que non, c'est parce que la motion avait parlé, parce que je ne voudrais plus en parler. On a dit que la motion a dit que 6 millions de dollars volatilisés, nous avons perdu parce qu'on n'a pas pêché. Les quotas, les 27 millions 300 000 tonnes de pêche. Pourtant, il y a eu la lettre, et le ministre l'a exhibée, vous étiez témoin, a exhibé la lettre de son homologue ministre de pêche namibien, n'est-ce pas, qui reporte les quotas de pêche pour 2022. Et donc, ces quotas-là n'est pas expiré, ça va jusqu'en 2022. Autre grief, lesquels il aurait donné de l'argent aux gens. C'est bien bon, vous avez donné de l'argent. Les enfants qui ont été bloqués ici, ils sont venus en intercompte, et donc en tournoi interscolaire, mais se bloquer ici parce qu'il n'y a pas de transport. Ils ne mangeaient pas, ils ne buvaient pas. Un ministre de ce côté-là du terroir qui dit non, je dois sauver ces enfants. Et que l'opprobre, parce que les enfants commençaient à parler à la télévision, ils n'avaient nulle part où habiter, ils n'avaient rien à manger. Ils avaient même abandonné les études parce qu'ils étaient en train d'étudier là-bas à Kindu, au Maniema. Et le ministre vient à leur rescousse, on dit qu'il a distribué l'argent en public. Je suis étonné de voir que les griefs n'ont jamais existé. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez suivi des ministres, plutôt des députés. Je peux vous les citer. Papi Nyango, Deonkusu, Alfred Maïcha et beaucoup d'autres qui ont dit cette action est irrégulière. Les ministres ici n'est qu'un bouc émissaire. Et donc, c'est pourquoi ce n'est plus un soupçon. Les députés ont touché l'argent. Et vous êtes témoin que dans les couloirs, nous avons vu une vidéo la fois passée où les gens s'est distribué l'argent. Et je suis vu un député aujourd'hui raconter n'importe quoi que c'est le ministre qui a donné l'argent. Pourtant, c'est plutôt ce député-là qui a donné de l'argent pour voter pour la motion. Si c'était l'argent le ministre avait donné contre la motion, on ne la voterait pas. Mais plutôt, le principe de à qui profitent les crimes. S'il y a eu corruption dans les couloirs et l'argent, parce qu'on a distribué l'argent, vous avez suivi le député Papignan qui l'a dit à Top Congo. Et maintenant, à qui a profité ces crimes-là? S'il y a crime, suivez mon regard. Monsieur Bellarmé Biamungou, vous êtes cofondateur de l'AFDC. Vous êtes coordonnateur national de la cellule de communicateurs. Vous êtes président fédéral de la FUNA AFDC. Mais dès lors que vous, au sein de l'Union Sacrée, vous constatez tous ces abus, notamment parce que vous dites qu'à l'Union Sacrée, la grande vision du chef de l'État, c'est la lutte contre les antivaleurs. Mais dès lors que la corruption se passe sous votre barbe, et parmi certains d'entre vous, vous croyez que vous êtes convenablement dans la vision du chef de l'État, les alliés de l'Union Sacrée? Je pense que... Il y a encore des traîtres parmi vous. La corruption, vous parlez de la corruption. Ça aussi, c'est une forme de corruption. Si vous voyez les motions alimentaires contre le ministre de l'économie, contre le ministre le vice-premier ministre de l'Intérieur, contre X personnes, contre Mbosso, contre les autres personnes, vous allez voir, si vous analysez, si vous scrutez bien la question, il y a Anguille sous roche, il y a une main noire, il y a une corruption, il y a une visée financière. Alors aujourd'hui, Modeste Bahati et Mbosso seraient sur des chaises éjectables. Je dois vous dire que cette question ne peut jamais être à l'ordre du jour. S'il faut qu'il soit éjecté, il faut qu'il soit au moins accusé de faits vrais. Mais s'il n'y a pas, dès lors qu'il n'y a pas de faits vrais, qui planerait ou qui les viserait, j'estime que ceux qui sont des pétitionnaires devraient bien se raviser et regarder de l'avant. Parce que le départ du ministre de l'économie, nous l'avons dit sérieusement, que ça allait ouvrir un champ à toute autre personne qui voudrait bien attaquer qu'il veut. Vous allez voir, j'avais dit, et mon ami, mon coordonnateur, Donald Kabassé l'avait dit aussi, qu'il ne fallait pas qu'on puisse ouvrir les champs à d'autres personnes contre des motions. Peut-être, on avait dit, peut-être la motion va viser demain le Premier ministre, peut-être demain Mbosso, demain Bahati Lukwebo et les autres personnes, et les autres ministres, n'est-ce pas? Pourtant, ils travaillent bien.
Nous avons dit, s'il y avait motion de défiance ou de censure, ce n'était pas contre le ministre de l'économie, parce qu'il était parmi les meilleurs enfants de ce gouvernement. Il faut revenir c'est effectivement là où vous devriez saluer. À la stratégie de vous devriez bien saluer. Comme vous étiez habitué à la majorité présidentielle. Vous devriez saluer. Non, je finis. Vous me posez une question, vous me laissez en suspens. Pas du tout. Il ne faut pas que vous puissiez passer de l'opprobre dans l'opinion. Je dis ceci. Il fallait que cette motion puisse viser quelqu'un d'autre, celui de l'économie, parce qu'il est parmi les meilleurs élèves du chef de l'État et du gouvernement des Warriors. Alors, M. Bellarmé Biamungou, nous tendons vers la fin de ce magazine. Déjà. Grand débat, les élections en 2023, vous y croyez? Pourquoi pas? Parce délais constitutionnels. Tout à fait, parce que nous préparons l'élection. Et ceux qui sont en train de réquiser les préparatifs que nous sommes en train de mener à travers la CENI que nous soutenons, n'est-ce pas, sont en train de préparer la tricherie ou la contestation. Nous, on prépare l'élection parce que nous installons. Notamment, j'ai vu qu'au-delà, ou d'autres partis politiques nous ont imités en installant des structures spécialisées, les fédérations, au niveau de la base, au niveau des cellules, au niveau des CCO et des fédérations, au niveau des communes, c'est comme ça. En restructurant, parce que nous avons restructuré la fois passée le secrétaire général du parti et même la présidence, nous sommes en train de nous organiser. Nous sommes en train de ratisser large pour parler des élections. Et les autres sont en train de parler de la tricherie. Notamment ceux qui demandent les dialogues. Vous allez demander un dialogue, pourtant nous sommes dans un processus. C'est comme si le match a déjà commencé. Vous vous demandez qu'on ne puisse pas encore penser sur l'arbitre. Pourtant, l'arbitre a déjà sifflé. Le début du match, vous vous demandez qu'on puisse encore parler sur les arbitres, sur les règlements. Pourtant, les règlements est déjà établi à travers les lois, la mise en place de la CENI et la loi électorale qui est en discussion au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que vous parlez de la loi électorale qui serait même cette épine-là sous les pieds de Mbosso, qu'on estimerait avoir sa loi électorale dans sa poche. Et pendant ce temps, d'autres langues même, comme la Mouka, insistent sur la tenue d'un dialogue pour les réformes consensuelles. Et Kadima, lui, le président de la CENI, campe sur sa position des contraintes qu'il faut forcément élaguer, notamment les réformes, notamment le financement. Mais est-ce que les dialogues seraient-ils inévitables aujourd'hui, en face de nous, là où vont les choses, là où nous dirige la CENI? Nous allons vous dire clairement que c'est toutefois qu'il y a élection qu'il y a ce genre de débat. Nous étions en 2006 avec vous dans ces pays. Si vous n'étiez pas encore né, je ne sais pas, mais j'estime qu'en 2006, vous étiez là. Et que ces mêmes débats étaient là, avant les élections. Il faut qu'on puisse parler, il faut qu'on puisse faire ceci, il faut un dialogue. Et les Kabila, avec la CENI, avec l'abbé Malou Malou de Rez Mémoire, nous sommes partis aux élections. Et après élection, ces mêmes personnes qui criaient au dialogue ont contesté les résultats. Nous allons en 2011, c'est la même situation. Nous allons en 2018, c'est la même situation. Et même aujourd'hui, en 2023. Et donc, nous, on n'est pas distraits. Nous y allons tout droit. Vous qui demandez le dialogue, c'est vrai que vous deviez être dans les institutions pour chercher à voler un peu d'argent et mettre dans la poche, parce que vous êtes essoufflés. Vous êtes essoufflés, vous ne voulez pas aller aux élections sans argent. La motivation, vous savez c'est quoi? L'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est l'argent. C'est l'enjeu en disant, M. Joseph, l'enjeu c'est l'argent pour ces dialogues-là. Et donc celui qui demande les dialogues veut effectivement faire partie de ces institutions entre elles. Pourtant nous disons, nous ne refusons pas les dialogues parce que les dialogues résolvent beaucoup de problèmes, mais du moins ça doit être un dialogue institutionnel. Alors, je vais vous donner 5 minutes qui restent pour conclure. Que pensez-vous de ce que disent certaines langues? Ici, je veux citer l'ancien ministre à l'Intérieur, Basile Longo, qui estime qu'aujourd'hui, les bonnes élections ne peuvent être tenues qu'en 2025 ou en 2030. Basile revient sur les conditions sécuritaires lorsqu'il estime que les élections se préparent même à la veille déjà de la remise et reprise. C'est que la MONUSCO et d'autres éléments de la police pour sécuriser les élections, ça n'a jamais été fait. Et l'homme revient, mais il vous dit, même s'il faut parler de réforme aujourd'hui, pour l'identification des Congolais de la diaspora, il faut au minimum 36 mois. Il est un ancien vice-ministre de l'Intérieur et ministre intérimaire de l'Intérieur, n'est-ce pas?
Nous estimons qu'il connaît bien la situation des élections. Nous estimons que les grands politiciens que vous avez cités connaissent assez bien les pays et les domaines, n'est-ce pas, la situation des élections. Mais dis-moi, vous savez que depuis que Kabila est au pouvoir, nous avons un problème toujours à l'Est, et notamment à Béni. Il y a toujours eu élection. Vous savez que même en 2018, au regard de la pression qu'il y avait, il y a eu élection, et cette partie a été un peu isolée. On est parti aux élections, et cette partie, on a organisé les élections dans cette partie du pays, et après. Et donc, si vous dites qu'il n'y aura plus d'élection, jusqu'à cette situation se termine, qui a dit à Basil Olongo qu'en 2000, vous avez dit combien, 28 2028. Et que cette guerre se terminerait. Et ça devient éternel, parce qu'il y a plus de 25 ans d'ailleurs que la guerre existe là-bas. Et donc c'est un faux fuyant. Moi je dis ceci, c'est un point de vue, c'est une opinion que moi je respecte, mais du moins nous devons aller aux élections. Et plutôt renforcer nos efforts et demander à tout celui qui est dans cette guerre de pouvoir la cesser. Et du moins, si nous avons des partenaires qui puissent nous aider à pouvoir éradiquer cette situation d'insécurité à l'Est, que ça puisse passer comme ça. Mais du moins, nous avons besoin des élections parce que les chefs de l'État, honnêtes de son État, ancien président de l'Union africaine, il n'acceptera pas qu'il y ait ce glissement que nous avons tant décrié en 2016 pour que les élections puissent être en 2028. Bien sûr que si, parce que nous sommes prêts, nous sommes prêts. Nous, on est prêts. Nous, on est prêts. À l'AFDCA, nous sommes prêts. Et nous sommes là pour donner tout ce qu'il faut au chef de l'État pour être élu haut la main en 2023. Alors, M. Bellarmé Biamungu, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine direct Grand Débat. Je rappelle que vous êtes membre cofondateur de la FDC de Modeste Bahati, l'actuel président du Sénat. Vous êtes coordonnateur national de la cellule de communicateurs de la FDC A. Quoi d'autre voulez-vous ajouter comme mot de la fin pour aujourd'hui? Non, si j'ai demandé à mes militants, à mes camarades de l'AFDCA de pouvoir se galvaniser, s'organiser et puis se tenir prêts pour pouvoir effectivement donner tout ce qu'il faut au chef de l'État en 2023 parce que les élections se tiendront, que vous les voulez ou pas. Monsieur Bellarmé Biamungu, nous vous remercions d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce magazine direct Grand Débat qui a reçu ce jour M. Bellarmé Biamungu, membre cofondateur de la FDC de Modeste Bahati, coordonnateur national de la cellule de communicateurs de la FDCA. Il est président fédéral de la FDC dans le district de la Funa. Il a été avec nous, les grandes questions ont été abordées. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans le monde. Le prochain invité sur vous. Excellente suite de programmes sur votre chaîne. Et dans un instant, la grande édition du journal.